Bonjour à tous. Le nucléaire est un sujet très complexe et très émotionnel, qui divise même parmi les personnes soucieuses des enjeux climatiques. Doit-on arrêter ou garder le nucléaire? Peut-on vraiment comparer le nucléaire et les énergies renouvelables? Et que penser des risques associés au nucléaire? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue, basé en partie sur les conférences de Jean-Marc Jancovici. T'as pas d'autres sources un peu là? J'ai l'ASN et Tristan Camin, ingénieur d'études en sûreté nucléaire. Cool! Rappelons d'abord à quoi sert l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire sert à faire de l'électricité dans des centrales dites nucléaires. Jusqu'ici je comprends. L'eau est transformée en vapeur qui entraîne une turbine et fait ainsi fonctionner un alternateur. Cet alternateur convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. L'échauffement de l'eau se fait sans combustion, contrairement au charbon ou au gaz. L'énergie pour chauffer l'eau est produite par la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est quand on fait exploser un noyau d'atomes pour produire une grande quantité d'énergie. On entend beaucoup dire que l'énergie nucléaire est une énergie qui émet peu de CO2. Alors, c'est parti pour la vérification. Voici la comparaison des émissions de CO2 par kilowattheure produit en fonction du type d'énergie utilisée pour produire l'électricité. Les émissions de CO2 par mégawattheure sont faibles. Alors, il y a quand même un peu de CO2 en analyse de cycle de vie, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des engins de mine qui utilisent du diesel, il y a du transport du minerai, enfin du transport du combustible, il y a des gens qui viennent bosser à la centrale en voiture, il faut construire la centrale et donc couler du béton, et donc il faut le faire, donc des cimenteries, des aciéries, il faut traiter les déchets à l'aval, donc enfin bon, bref. Donc tout ça fait que vous avez quand même des petites émissions de CO2 à droite et à gauche, mais quand même, vous voyez que c'est des émissions qui sont significativement plus faibles que celles des modes concurrents fossiles, notamment lignite, charbon et gaz. Alors, on peut mettre en doute les chiffres de Jean-Marc Jancovici en disant qu'il est pro-nucléaire. Mais j'ai regardé d'autres sources et j'ai trouvé au maximum 66 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais alors pourquoi a-t-on un débat entre les énergies renouvelables et le nucléaire, alors qu'elles émettent environ la même quantité de CO2 par kilowattheure? Je dirais parce que le nucléaire présente un petit peu de risque. Le premier risque auquel on pense, c'est le risque d'accident. On a tous Tchernobyl en tête. J'ai regardé les différents bilans qui existent de la catastrophe nucléaire. Ça va de 50 morts à 200 000 morts. Et c'est très difficile de savoir la réalité, puisqu'il y a des morts directes au moment de la catastrophe, mais il y a aussi des morts indirectes qui peuvent se déclarer des dizaines d'années plus tard. Bon alors clairement, je vais pas trancher sur le sujet. Moi là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un Tchernobyl 2 peut arriver en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous avons une autorité de sûreté nucléaire appelée ASN. L'ASN est une autorité administrative indépendante. Ce qui signifie qu'elle ne reçoit d'instructions ni du gouvernement ni de l'industrie nucléaire. L'ASN ne serait rien sans la compétence technique de tous ceux qui y travaillent. Spécialistes qui contrôlent et prennent des décisions pour améliorer la sûreté des installations nucléaires. Qui peut décider de la fermeture d'une centrale? L'exploitant si le coût d'exploitation n'est plus viable, le gouvernement pour des raisons de politique énergétique, l'ASN si elle juge que la centrale nucléaire ne répond plus aux exigences de sûreté ou présente des risques graves. On a donc un point important. On a un organisme indépendant de l'État, indépendant des entreprises, qui a autorité à fermer des centrales nucléaires. Allons plus loin, imaginons que l'ASN disparaisse. On n'en parle plus. Est-ce que techniquement, Tchernobyl peut arriver en France? Alors si ça pète en France, ça ne fera pas Tchernobyl, pour une raison assez simple, c'est que la centrale n'est pas du tout la même. Les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur, ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère, les centrales françaises n'en ont pas. C'est des centrales dans lesquelles, en cours de fonctionnement, je peux charger du combustible et décharger du combustible. Et soit dit en passant, Tchernobyl, c'était exactement ce type de centrale. Et c'est pour ça qu'il y avait des particularités dans le fonctionnement et le dessin de cette centrale qui la rendaient par ailleurs beaucoup plus dangereuse que les centrales qu'on a en France. Le phénomène à la base de l'accident, c'est un phénomène qui ne peut pas se produire sur les réacteurs français, physiquement. Dans nos réacteurs, il y a une relation physique entre la puissance de la réaction en chaîne et la température de l'eau. Quand la température de l'eau augmente, ça étouffe la réaction en chaîne, donc la puissance va diminuer, donc la température va redescendre. Inversement, s'il y a un phénomène quelconque qui fait baisser la température, ça va faire augmenter la puissance de réaction en chaîne, donc la température va remonter, donc ça va se stabiliser en permanence comme ça. Et ça se fait de manière physique instantanée quasiment. Dans le cas de Tchernobyl, il y avait un cas de figure, une situation, une configuration où c'était l'inverse. Si la température augmente, la puissance augmente, donc la température augmente, donc la puissance augmente.
et ce en l'espace de quelques millisecondes, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette configuration-là, pour des erreurs de conception, pour des erreurs humaines, à déclencher une réaction en chaîne extrêmement brutale, extrêmement rapide, qui a conduit à l'explosion du réacteur. Ok. Donc voilà, dans nos réacteurs, cette configuration-là instable n'existe pas. Donc c'est matériellement impossible qu'il y ait un Tchernobyl français. Il y a un autre phénomène, c'est qu'après l'explosion de Tchernobyl, il y a eu le feu du graphite des réacteurs. Il n'y a pas de graphite dans nos réacteurs. Alors, il y a malheureusement eu encore un autre accident plus récent qui est Fukushima. Vous avez une instance onusienne qui a la même qualité de production que le GIEC. Cette instance a fait une compilation sur Fukushima, parce que c'est ça qu'ils font comme le GIEC, ils font une compilation d'articles scientifiques, d'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés. Comment on gère les populations en cas d'accident majeur parce qu'à Fukushima, ça a été fait incroyablement mieux qu'à Tchernobyl. Ils ont fait le mieux qu'ils savaient faire à l'époque, mais aujourd'hui, on sait comment faire encore mieux. On estime qu'il y a eu à peu près 2000 morts à Fukushima de catastrophe nucléaire, et pas du tout des retombées, juste du stress, des traumatismes, de l'évacuation. Des gens des personnes âgées qui n'ont pas supporté le choc, des gens qui ont été arrachés à leur vie, qui ont sombré dans l'alcoolisme ou l'obésité, donc des surmortalités. Donc l'accident nucléaire, les radiations n'ont pas fait de victimes, au plus une, il y a un débat sur une personne. Comment on aurait pu éviter d'avoir des morts dans la population évacuée? Une personne qui a 60-70 ans, qui a sa petite vie proche de la centrale, est-ce que ça vaut le coup de l'arracher à tout ça parce qu'à cause des retombées, elle risque de contracter un cancer dans 20 ans? Est-ce que ça vaut le coup de risquer de la tuer sous choc ou de l'arracher à tout ce qu'elle a? Alors, elle n'est pas sûre de vivre assez longtemps pour le cancer radio-induit et le temps de se développer avec une probabilité de moins d'1% en plus. On est sur des probabilités très très faibles de cancer, des surprobabilités très faibles. Le rôle des scientifiques, ça va être de dire le plus tôt possible en cas d'accident, voilà, telle population risque d'être exposée à telle dose, avec tel risque pour leur vie, à telle échéance. De savoir produire toutes ces données-là de manière la plus synthétique et efficace possible pour que les politiques décident, ok, ces personnes-là on les évacue, celles-là, enfin on leur laisse le choix, ou celles-là, mais d'une autre, les gens ont toujours le choix, s'ils refusent de bouger chez eux, on va pas les y arracher. Mais on va leur, ce qu'il faut, c'est ça aussi, donner aux gens les éléments pour eux-mêmes faire le choix, quoi. De ceci, je retiens personnellement 3 choses. La première, c'est que l'ASN a l'expertise et l'autorité pour fermer des centrales nucléaires en France. La deuxième, c'est qu'un accident du type de celui de Tchernobyl ne peut techniquement pas arriver en France. Et troisièmement, on sait beaucoup mieux gérer aujourd'hui les populations en cas d'accident majeur. Mais il y a encore un autre risque dont on n'a pas parlé, celui des déchets nucléaires. Comment sont produits les déchets nucléaires? Ils proviennent de l'industrie nucléaire, du secteur de la recherche, de la défense nationale, de l'industrie non nucléaire et du secteur médical. Quels sont les types de déchets radioactifs? Ils sont gérés et classés selon 2 critères qui permettent également d'en estimer le risque radiologique. Leur niveau de radioactivité, qui contribue à leur toxicité, leur durée de vie, qui détermine notamment la période pendant laquelle ils doivent être confinés. Cette classification permet d'associer à chaque catégorie de déchets une filière de gestion. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les déchets les plus problématiques, c'est-à-dire les déchets très radioactifs avec une très longue durée de vie. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous mets plein de ressources en descriptif de la vidéo. Alors ça représente combien concrètement cette quantité de déchets problématiques? Les déchets industriels qu'on fait, c'est 2,5 tonnes par personne et par an en France. Et c'est la contrepartie, encore une fois, de la fabrication de tous les objets que vous achetez. Là-dedans, il y en a 100 qui demandent un traitement des filières spéciales, d'accord, qu'on appelle les déchets toxiques. Les déchets nucléaires par personne, tout type de déchets confondus, c'est moins de 1. Et là-dedans, ceux qui sont vraiment emmerdants, donc ceux qu'on va aller stocker à Cigéo, d'accord, à Bure, là, dans la Meuse, ceux-là, ils font quelques grammes par Français et par an. D'accord, donc c'est l'équivalent d'une ou deux pièces de 2 € par Français et par an. Une solution pour ces déchets les plus problématiques, ce serait en choisissant soigneusement l'endroit où les stocker. On va stocker ces déchets-là dans des formations géologiques qui sont quasiment imperméables, très très peu perméables, donc le temps que la radioactivité se diffuse vers l'environnement. Parce que ça marche comment en fait? Du coup, la radioactivité, elle fuite à travers les matériaux. A priori non, c'est pas trop un sujet de fuite de la radioactivité en elle-même. Les emballages, alors, pour les déchets les plus radioactifs, c'est vitrifié, c'est une sorte d'obsidienne, donc c'est quelque chose qui est extrêmement stable. Et dans tous les cas, c'est dans des emballages en inox, éventuellement enrobés de béton, donc c'est quelque chose qui est très très imperméable. Donc c'est pas que la radioactivité va fuir en elle-même, c'est que les roches sont saturées en eau,
Et cette eau va progressivement, au fil des millénaires, ronger le béton, corroder l'acier, même l'inox, ça va le corroder un jour ou l'autre. Et c'est cette eau qui va ensuite venir lécher les matières radioactives et se charger en radioactivité. Et c'est cette eau-là qui peut circuler, voilà. Mais en fait, on est sur des vitesses de circulation de l'eau de l'ordre, je crois, du centimètre par millénaire. On est sur des enfouissements à 400 mètres de profondeur, plus de 400 mètres de profondeur. Okay. Donc le temps que l'eau transporte la radioactivité vers l'environnement, et encore que pour les radioactifs, ceux qui s'ouvrent dans l'eau, hein, c'est pas le cas de tous, la plupart sont juste plus radioactifs. Parce que la radioactivité, ça diminue naturellement avec le temps. Voilà. Donc c'est toute l'idée qui est derrière le stockage géologique. Une fois que c'est fermé, que c'est scellé, on n'a plus besoin de s'en occuper. Les générations futures. Alors on va essayer de pérenniser la mémoire, mais les générations futures pourraient juste oublier complètement le site. Ça n'aurait aucune incidence. D'accord. Voilà. Ça fait donc beaucoup de contraintes pour le nucléaire. Et à émissions de CO2 équivalent, la question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas passer au tout renouvelable ? La problématique est donc la suivante. Peut-on remplacer notre production d'électricité nucléaire par du renouvelable ? Sous-entendez par là, c'est que les énergies renouvelables telles qu'on les connaît aujourd'hui et dans un horizon relativement rapproché, on n'arrivera pas à en faire un système entièrement disponible, pilotable, avec un stockage qui permet de remplacer la production nucléaire, qui nous fournit un socle, effectivement, qui est constant dans son utilisation. Ces énergies-là existent, mais on a mangé notre pain blanc. C'est l'hydroélectricité. Sauf qu'il se trouve que l'Europe aujourd'hui est équipée à 90% de son potentiel technique, donc on n'ira pas beaucoup plus loin là-dessus. On ne va pas reconstruire de grands barrages en France. On peut faire un système totalement pilotable. La Norvège en est un exemple. La Norvège fait toute son électricité avec des barrages, ça marche très bien. Le Brésil fait l'essentiel de son électricité avec des barrages. Mais on ne refera pas de grands barrages en France, ou alors avec d'autres conséquences. Non, mais on ne peut plus. De toute façon, voilà, physiquement, c'est plus possible. Les alternatives à l'énergie nucléaire comme énergie pilotable sont aujourd'hui le gaz et le charbon. Nous l'avons vu, ces énergies émettent beaucoup plus de CO2 par kilowattheure que le nucléaire. Mais en plus, le charbon tue plus par an que le nucléaire. Le charbon provoque 23 000 morts par an en Europe et 360 000 morts par an en Chine. On est donc très largement au-delà des 200 000 morts dont je parlais tout à l'heure pour Tchernobyl. Et Jean-Marc Jancovici va encore plus loin dans l'analyse du risque. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon, et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire ne m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. D'un point de vue purement climat, il vaut mieux s'attaquer à un autre sujet que le nucléaire. Il vaut mieux s'attaquer à l'avion, à la voiture, au chauffage. Et Jean-Marc Jancovici nous explique à quoi pourrait servir l'argent qui est utilisé aujourd'hui pour les renouvelables. On a déjà mis, au moment où on se parle, exactement à fin 2017, les Français ont déjà engagé 120 milliards d'euros pour construire des éoliennes et des panneaux solaires, au titre de tous les contrats qui ont été passés avec des producteurs à fin 2017. Ce à quoi il faut rajouter les 25 milliards qui ont été promis sur l'éolien offshore, ça fait 145 milliards. Oui. Bon. Avec ces 145 milliards, vous n'allez pas éviter de CO2, vous allez produire quelques pourcents de l'électricité française, 5% en ordre de grandeur. Oui, c'est à peu près ça, 5% en ordre de grandeur. C'est aujourd'hui, le solaire fait un peu plus d'1% et l'éolien fait 5%, donc mettez-moi 6, mais peu importe. Vous n'allez pas éviter de CO2. Avec ces mêmes 145 milliards, vous auriez pu offrir une pompe à chaleur à chaque Français chauffé au gaz et au fioul, à chaque Français, à 15 millions de foyers. Vous auriez évité 10 milliards d'importations par an, pétrole et gaz. Vous auriez évité 20% du CO2 national. Et vous auriez créé 200 000 emplois dans l'économie nationale. Bon, là, on est en train de s'occuper d'un faux problème, qui est un truc totalement secondaire, en investissant nos milliards et notre temps disponible dans quelque chose qui est déjà traité depuis 30 ans. Arrêter des centrales nucléaires en bon état de marche et sûr est stupide. Utilisons le nucléaire pour éviter le charbon et le gaz. Nous avons actuellement une électricité décarbonée en France, alors profitons-en pour nous attaquer à d'autres sujets. Et il y en a beaucoup. Et si justement vous voulez découvrir ces autres sujets, abonnez-vous à ma chaîne!